Bonsoir et bienvenue pour ce 23h. Voici les titres. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était aujourd'hui la marraine de la cérémonie de remise du prix CNP d'Excellence 2018. Ce prix récompense les meilleurs organes de presse écrite du pays. Cette année, les lauréats sont le groupe Fraternité Matin et le Journal de l'économie. Ailleurs, tandis qu'Israël fêtait aujourd'hui son 70e anniversaire et le déménagement de l'ambassade américaine à Gaza, une cinquantaine de Palestiniens qui manifestaient à la frontière ont été tués. Merci de suivre cette édition. Rendons-nous au palais présidentiel où 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs de l'État de Palestine, d'Ukraine, de la République islamique du Pakistan, d'Indonésie et du Koweït. Viviane Aimé. Nouvel ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire avec résidence au Mali, son Excellence Abdoul Karim Ewada a présenté officiellement ses lettres de créance ce lundi 14 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'État de Palestine, qui est un État en formation, bénéficie pour l'heure de la reconnaissance de 136 États sur les 193 pays au sein de l'ONU. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition diplomatique d'être l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne, fait partie des pays qui ont décidé de reconnaître l'État de la Palestine. C'est depuis le 20 octobre 1992 que la Côte d'Ivoire et l'État d'Ukraine ont établi des relations diplomatiques. Après 26 ans, le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Ukraine près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Oleksandr Ovtcharov, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La position de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 fait d'elle un partenaire important pour l'Ukraine. Le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Mohamed Imran Mirza. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Jusqu'à présent, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont fortement marquées par des fortes importations de riz en provenance de ce pays. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont passés de plus de 46 milliards de francs en 2016 à plus de 50 milliards de francs en 2017. L'Indonésie, pays avec lequel la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques depuis 1992, son Excellence Mansour Pangeran en est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire, deux pays qui, au plan de leur production agricole, ont plusieurs productions similaires et de ce fait peuvent unir leurs forces, a déclaré le nouvel ambassadeur de ce pays. L'État du Koweït, où le président de la République Alassane Ouattara vient d'effectuer une visite officielle du 15 au 18 avril 2018, a établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1993. Le nouvel ambassadeur de ce pays, près la Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, est son Excellence Mohamed Hussein Al-Felakaoui, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au plan des relations entre les deux pays, le Koweït, par le biais du Fonds koweïtien pour le développement, apporte un appui à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment le financement partiel à hauteur de 5 milliards de francs de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le financement partiel de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso à hauteur de 10 milliards de francs, l'adduction en eau potable de la ville d'Adzopé pour un montant de 12 milliards de francs, ainsi
que plusieurs autres projets. Chaque ambassadeur nouvellement accrédité auprès de l'État de Côte d'Ivoire a reçu à sa sortie d'audience les honneurs militaires dus à son rang de premier représentant en Côte d'Ivoire d'un pays officiellement ami. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a présidé au palais présidentiel la première session du Conseil national de politique économique. Elle était consacrée au nouveau code des investissements en préparation dans le cadre d'une proposition de réforme engagée par le gouvernement. Mahama Traoré. Le gouvernement veut davantage améliorer le climat des affaires. Un nouveau code des investissements est de ce fait à l'ordre du jour. Le projet a été examiné lors de la première session du Conseil national de politique économique, CNPE, présidé par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. À ses côtés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vice-président du CNPE, des membres du gouvernement et le patronat. Une heure durant, les membres du CNPE se sont attelés à peaufiner ce nouveau code des investissements pour qu'il soit soumis à l'adoption du Conseil des ministres dans les plus brefs délais. Je vais donc confirmer que chaque fois que la problématique traitée concerne le secteur privé, celui-ci sera consulté, aussi bien en amont qu'en aval, en vue de la prise de décision qui garantisse la force et la durabilité du partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et le monde des affaires. Notre session nous amènera à discuter principalement du nouveau code des investissements dans le cadre d'une proposition de réforme engagée par le gouvernement. Je voudrais vous assurer que les questions liées au cadre institutionnel pour accompagner la mise en œuvre de la loi et à l'écosystème dans les infrastructures dédiées à la production feront rapidement l'objet d'examen et de prise de décision par les hautes autorités de l'État. Le CNPE a été créé le 10 janvier 2018 et mis en place le 13 avril dernier par le président Alassane Ouattara. Il a pour mission d'identifier les grands défis économiques nationaux et internationaux que l'État doit relever. Il était depuis hier soir en terre malienne, précisément à Sikasso. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part ce lundi au lancement de la zone économique spéciale constituée des régions de Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korogo. Selon le chef du gouvernement, ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. La déclaration de Sikasso portant la création de la zone économique spéciale vient d'être signée par les 3 premiers ministres. Nous en saurons plus avec notre envoyé spécial Adama Kone dans nos prochaines éditions. Après 6 ans à la tête de la région Afrique, où il gérait un portefeuille d'un montant de 70 milliards de dollars, Mactar Diop vient d'être nommé vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Dans ce poste nouvellement créé, Mactar Diop sera chargé des investissements de la banque au niveau mondial dans le domaine des infrastructures et de développer des solutions durables pour combler le déficit en infrastructures dans les pays en développement et les pays émergents. Mactar Diop prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet prochain. La 9e édition du prix CNP d'excellence s'est tenue ce lundi. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était la marraine de la cérémonie. Ce prix récompense les meilleurs organes de presse. Cette année, le groupe Fraternité Matin a obtenu le prix du meilleur organe de presse d'information générale. Le journal de l'économie a lui reçu le prix du meilleur organe spécialisé. Je vous invite à écouter un extrait du discours de la première dame, Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, depuis 2006, le prix CNP d'excellence a été institué par le Conseil national de la presse pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leurs efforts tout au long de l'année. En honorant les organes de presse les plus méritants, l'AMP favorise un réel engouement de tous les acteurs du secteur sur le territoire national. Cette démarche les sensibilise par la même occasion à l'amélioration de leur qualité de service. Elle promeut également auprès des participants la culture de l'excellence et du leadership, comme l'a toujours préconisé mon cher époux, le président de la République. Distinguer ces organes de presse dans leurs catégories respectives équivaut donc à promouvoir des valeurs d'éthique et de déontologie au sein des médias. L'AMP exhorte ainsi les organes de presse nationaux à faire évoluer les métiers de la presse en Côte d'Ivoire.
En défense, les armées et la gendarmerie nationale ont reçu des moyens roulants. Ce matériel a été offert par le président de la République, Alassane Ouattara. 47 véhicules flambant neufs vont aider à renforcer les capacités opérationnelles des unités des forces armées de Côte d'Ivoire. Les clés ont été remises aux 2 grands commandements par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanougou. Ce sont des véhicules de commandement entièrement climatisés avec toutes les innovations technologiques et un car de transport pour 61 passagers. Au total, 47 véhicules flambant neufs de différents types adaptés aux missions de la défense. Les bénéficiaires, les unités des forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Les clés ont été remises aux 2 grands commandements par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Et ils ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je peux vous assurer que ces engins qui augmenteront grandement la capacité opérationnelle des armées et de la gendarmerie nationale seront utilisés à bon escient. C'est aussi le lieu d'inviter solennellement les chefs d'état-major d'armée, les commandants de légions et les commandants d'unités à toujours mettre un accent particulier sur la formation des hommes et à veiller au parfait entretien de ces engins. Ces véhicules offerts par le ministère d'État, ministère de la Défense, seront d'une grande utilité aux forces bénéficiaires sur le terrain selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui attend d'eux des résultats pour le bonheur des populations. Nous avons fait un plaidoyer auprès du président afin que nos hommes travaillent dans les meilleures conditions. Donc à vous aussi, je demande de prendre soin de ces matériels. Ensuite, d'être plus engagé dans votre travail. Le pays a besoin d'une armée qui soit une armée disciplinée, une armée modèle. Et je veux avec vous réussir le pari de la transformation profonde de notre armée et de la gendarmerie. La phase 2 va consister à la réhabilitation d'une dizaine de réfectoires dans les casernes militaires du pays. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est ouvert au titre de l'année 2018 3 concours directs d'accès au corps des personnels de la police nationale. Un concours direct de recrutement d'élèves commissaires, un concours direct de recrutement d'élèves officiers, un concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers. Toutes les informations relatives aux conditions de candidature et au déroulement des concours sont disponibles sur le site de la Direction des examens et concours, www.concours-police-côte-d'ivoire.net. Le premier vol direct Côte d'Ivoire-États-Unis a été effectué ce samedi. L'avion transportant 242 passagers a atterri à l'aéroport international de la Liberté de Newark. Une fois aux États-Unis, les autorités ivoiriennes ayant fait partie du voyage ont échangé avec les ressortissants ivoiriens et ouest-africains des États-Unis. Mamadou Kwasi. En allant à la rencontre des Ivoiriens vivant à New York, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, veut les rassurer de l'effectivité du vol direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Koné explique aux Ivoiriens et aux autres communautés de l'espace CEDEAO que l'atterrissage du Boeing 787 de Ethiopian Airlines à l'aéroport international Liberty de New York, dans la banlieue de New York, est une volonté du président de la République Alassane Ouattara de répondre à leurs sollicitations. Une véritable fierté pour ces populations qui attendaient cet événement depuis des décennies. Très bientôt à Abidjan, on ira faire le marché à Niamey, revenir ici aux États-Unis, faire nos sauces et retourner et manger bio. De Ouaga, on compte prendre un vol direct à Abidjan et rentrer à Ouaga. Juste qu'à partir d'Abidjan, il y a plusieurs canaux pour atteindre Ouaga, par le train, par le voie aérien. Je pense que là, c'est très important pour la communauté burkinabé. Tour à tour, les diplomates ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique démontrent l'importance de ce trafic qui vient renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'invite toutes mes sœurs et tous mes frères de la diaspora, non seulement ivoiriennes vivant ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi nos frères et sœurs des pays limitrophes comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présente également les efforts consentis pour la réalisation de ce projet par le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que par son gouvernement. Pour que tout cela soit possible, il a fallu que nous rassurions les Américains
que nous rassurions les Éthiopiens et la compagnie. Pour ce faire, depuis 7 ans, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le gouvernement, les gouvernements successifs, ont travaillé pour que la paix et la stabilité reviennent en Côte d'Ivoire. C'était le préalable à toute discussion tendant à demander l'ouverture d'une ligne. Il fallait la paix, il fallait la sécurité. Il fallait également créer les conditions pour que le pays soit attractif. Les ministres Siendou Fofana du tourisme et Pascal Kokou Abina de la réforme administrative exhortent à leur tour la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser davantage au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce secteur le 3e pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser et mettre au goût du jour le circuit qui retrace la route des esclaves. Il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ce commerce très honteux, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres. Le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire rassure la diaspora de la poursuite de la collaboration avec Ethiopian Airlines pour alimenter davantage cette nouvelle ligne. Les responsables de Ethiopian Airlines promettent l'ouverture prochaine d'une autre ligne directe, celle d'Abidjan, Washington, et cela dans quelques mois. Retour en Côte d'Ivoire, on met le cap sur Bouna, où ont eu lieu une parade de majorettes, des défilés de 2 sections des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, plusieurs danses, une série de distinctions de personnalités amies de la nature. Tout a été mis en œuvre par l'OIPR pour donner au cinquantenaire du parc national de la Comoé un cachet solennel et festif. La cérémonie était placée sous le parrainage de Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, et la présidence d'Anne Désiré Ouloto, ministre de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable. Moussa Konaté. Le parc national de la Comoé, une superficie d'1 149 150 hectares. C'est la plus grande aire protégée de Côte d'Ivoire et la 3e d'Afrique de l'Ouest. Situé au nord-est du pays, ce parc a été créé en 1968. Il est inscrit comme réserve de biosphère en 1982 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Des acquis considérables, d'où l'engagement des autorités pour sa préservation. La célébration des 50 ans du parc national de la Comoé nous donne aussi l'opportunité de nous projeter dans un rêve. Voir dans les 50 prochaines années, avec nos enfants et nos petits-enfants, ce parc devenir un grand pôle économique avec une industrie touristique qui ferait la fierté de toute la région. Le parc national de la Comoé a aujourd'hui 50 ans, un demi-siècle d'existence qui mérite d'être célébré. La ville de Bouna a abrité les festivités, occasion d'inviter les populations à contribuer à la sauvegarde de ce riche patrimoine. Chers amis du parc, chers invités, nous avons un devoir pour lequel nous ne pouvons aucunement nous soustraire. Celui de transmettre la nature dont nous avons hérité de nos parents à nos enfants, aux générations futures. Nous ne devons pas briser la chaîne au risque de créer beaucoup de tort à nos descendants et de mettre leur vie en péril. Pour leur contribution à la conservation du parc de la Comoé, plusieurs personnalités ont été distinguées. Hommage a été aussi rendu aux commandos forestiers de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ils ont reçu un véhicule de type 4x4 pour améliorer leurs conditions de travail. Dans le domaine de la santé, cette information, les urgences du centre hospitalier urbain CHU de la commune de Trècheville ont fermé à compter de ce 14 mai au soir et ce jusqu'au 28 mai prochain pour nécessité de travaux. Le directeur général du CHU de Trècheville a apporté des précisions sur la fermeture de ce centre hospitalier. On l'écoute. La fermeture provisoire du service des urgences médicales s'inscrit dans une
dans cette vision, celle de faire en sorte que les patients, les parents des malades, les visiteurs et le personnel soignant soient sécurisés par rapport à ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Nous avons juste pris 2 semaines, une semaine pour faire partir tous les malades qui étaient déjà enregistrés vers les services techniques, et puis une autre semaine pour faire tous les travaux. Donc nous n'allons pas dépasser les 2 semaines, et donc le délai prescrit va donc du 14 mai au 27 mai. Et le 28 mai, en principe, c'est la reprise des activités aux urgences médicales. Après l'incendie qui a touché les locaux de Orange Côte d'Ivoire le 30 avril dernier, les experts concluent à un feu d'origine criminelle. Les dégâts matériels sont importants, ils se chiffrent à 2 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, au moins 85% des capacités de l'entreprise sont rétablies. Lancine Bakayuku. L'incendie survenu le 30 avril sur les installations d'Orange Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau a provoqué des perturbations importantes allant des lenteurs sur le réseau à l'indisponibilité totale des services. Les appels fixes dans les communes du Plateau à Adjamé et à Cocody, les appels internationaux, le roaming, l'Internet fixe au Plateau, ADSL et fibre, l'Internet mobile à Adjamé et au Plateau, les applications Orange et Moi, Orange Monnaie, les services Orange TV via les box ADSL et fibre. Ces rouleaux de câbles ont été acquis pour remplacer ceux endommagés dans cette salle de passage entièrement ravagée par les flammes. Plus de 300 travailleurs ont été mobilisés nuit et jour. Les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, nous avons rétabli à peu près 70% de nos capacités au niveau international. Nous sommes quasiment en situation de normalité sur la téléphonie fixe dans la zone du Plateau, d'Adjamé et de Cocody, et ce qui était fortement impacté pendant ces 2 semaines. Et le dernier service d'entreprise, au point d'hier, nous avions rétabli à peu près 85% de l'ensemble des entreprises qui étaient impactées par la crise. Et nous travaillons pour rétablir au plus vite les 15% restants au cours de cette semaine. En raison de la récurrence des actes d'incivisme sur ces équipements, la compagnie de téléphonie mobile a décidé de renforcer son dispositif de sécurité. Le contrôle biométrique des visiteurs, le renforcement des équipes de sécurité et le renforcement de la vidéosurveillance. Pour rappel, le préjudice financier de cet incendie est évalué à 2 milliards de francs CFA. Dans le secteur de l'électricité, une vingtaine de cadres de haut niveau issus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Canada sont formés sur la régulation et la tarification de l'industrie électrique pour la Côte d'Ivoire. L'objectif de l'ANARE est double: renforcer les compétences des régulateurs et les outiller afin de faire des propositions tarifaires à l'État. On s'intéresse à un autre secteur tout aussi important, celui du pétrole. Une délégation ghanéenne est à Abidjan pour une séance de travail de 2 jours. En première ligne, la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer sur le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette première session du comité bilatéral dont la partie ivoirienne est conduite par Adama Tounkara, médiateur de la République, s'est tenue ce lundi. Les 2 voisins ouest-africains souhaitent mettre en place un dispositif qui devrait garantir l'exploitation en commun des gisements et des ressources naturelles transfrontalières. Intéressons-nous à présent au monde agricole. Le Conseil Café-Cacao est depuis le 8 mai à la Foire internationale d'Alger. Il entend reconquérir le marché algérien du café, très porté sur le café robusta ivoirien. Un marché perdu en 2017 du fait de la faible production ivoirienne. Noël Niagnou. En Algérie actuellement, du 8 au 13 mai, hier du 24 au 29 avril au Maroc, à Meknès, le Conseil du café-cacao à la conquête du marché maghrébin, très porté sur le café ivoirien. 120 000 tonnes, c'est la consommation annuelle de la seule Algérie. La production ivoirienne est en berne, moins de 100 000 tonnes. Et comme si cela ne suffisait pas, la présente campagne connaît des perturbations au niveau de la commercialisation intérieure. Voilà qui explique l'offensive commerciale du Conseil café-cacao pour 5 jours à Alger, à la 51e édition de la Foire internationale. Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café-Cacao et sa délégation ont eu plusieurs rencontres, dont celle avec le patronat algérien
avec à sa tête Ali Haddad, le patron des patrons. En bonne place à cette séance de travail, des torréfacteurs algériens parce qu'intéressés par le Robusta ivoirien. Objectif de cette présence qualitative, renforcer les liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Fait majeur à souligner, au cours de ce séjour algérien, la signature du protocole entre le patronat algérien et le Conseil du café cacao. Les parties s'engagent à booster ce partenariat vital pour les deux pays. La partie algérienne décide de revenir à son marché d'approvisionnement traditionnel. Quant à la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café Cacao, elle s'engage à améliorer la qualité et la quantité du café Robusta, fort apprécié des Algériens. Instant dans la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire a permis au nombre public de déguster le café et le chocolat ivoirien. Notons que ce sont 700 entreprises venues de 20 pays qui participent à la foire d'Alger. Les organisateurs projettent un salon du café et du chocolat en février 2019. Lutte contre la pauvreté, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, financé par la Banque mondiale au secours des jeunes de la région de Boclé. 780 parmi eux vont bénéficier pour la première phase de financement de projets allant de 500 000 à plus d'1 million de francs CFA. Comment les projets vont-ils être financés? Comment l'avenir des jeunes du Boclé se présente-t-il avec le PGDEC? La réponse dans ce dossier réalisé par Sam Konan. Assa Sandra, tout comme Bilem Mamadi et Diati Kouadio, tous deux exerçant dans le petit commerce, les jeunes veulent se prendre en charge. Mais faute des moyens financiers, ils se débrouillent comme ils peuvent. Voilà, si j'ai eu au moins 3 millions, sincèrement, je vais agrandir la caisse et les poulets seront nombreux dedans. Voilà, pour qu'ils puissent bien vendre. Et les retombées vont être beaucoup. Avant, j'ai commencé le commerce avec 100 000, mais j'aimerais augmenter mon commerce. Au moins, si je trouvais une somme de 500 000 pour agrandir plus le commerce. C'est donc pour les aider que le gouvernement vient de lancer ici le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, en abrégé PGDEC. Notre travail, c'est de faire des lobbying auprès de toutes les autorités, que ce soit nationales ou internationales, à l'effet d'avoir des projets pour le mieux-être de nous et de notre jeunesse. Et pourtant, le projet semble ne pas être bien connu ici. PGDEC, non, je ne connais pas. Je viens chercher du poisson ici pour envoyer ça à Gagnoa, pour me débrouiller avec ça. PGDEC, non. Non, je n'ai jamais entendu parler de PGDEC. En tout cas, le PGDEC a déjà enregistré 780 jeunes avec divers projets dans le Boclé pour un montant global de 648 millions de francs CFA. Mon projet s'appelle Awawa. Awawa, ça veut dire nous nous aimons. Nous voulons fabriquer uniquement de la tchéké et puis le gari. Parce que le gari, c'est quelque chose qui ne périt pas. On peut le servir, faire de la tchéké et la koumé aussi, et gari sissi. Le préfet de région Koulibaly Lamine, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet, a prodigué quelques conseils aux souscripteurs. Les jeunes qui viennent de bénéficier de ce projet doivent se comporter de la meilleure manière. Et qu'est-ce que cela veut dire? Accepter de recevoir une bonne formation, pratiquer très bien leur profession, dégager des bénéfices, rembourser les prêts, faire des économies, faire des investissements pour se réaliser eux-mêmes. Les 780 jeunes vont bénéficier d'une formation avant tout financement du projet. À terme, le nombre de souscripteurs va doubler et le PGDEC va prendre fin dans le Boclé au 31 mai 2019. À l'étranger, il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de Gaza en 2014. Au moins une cinquantaine de Palestiniens ont été tués et plus de 2400 blessés par des soldats israéliens dans la bande de Gaza. Des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à différents endroits près de la frontière pour protester contre le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem qui a été inauguré dans l'après-midi. Herman Guivé. Israël, ce 14 mai, consulat américain de Jérusalem. Trésor Steve, secrétaire américain, sous le regard d'Ivan Katron, tombe le rideau qui dévoile la nouvelle ambassade des États-Unis en Israël. Une plaque et un sceau américain qui ont valeur de symbole
et qui viennent donner vie à une promesse emblématique de campagne du 45e président américain, Donald Trump. Au nom du 45e président des États-Unis, nous vous accueillons officiellement et pour la première fois à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, la capitale d'Israël. Israéliens et Palestiniens se disputent depuis toujours Jérusalem. Cette décision, Donald Trump la faisait connaître officiellement et pour la première fois le 6 décembre 2017 depuis la Maison-Blanche. L'inauguration qui a lieu ce jour marque sa concrétisation. Pour Donald Trump, prendre cette décision, c'est reconnaître une vérité. Jérusalem reste la capitale établie par le peuple d'Israël depuis l'Antiquité. Le Premier ministre y réside, plusieurs ministères y sont représentés. Côté palestinien, une décision considérée comme un outrage, comme une agression déguisée. Les dirigeants palestiniens qui revendiquent Jérusalem-Est, occupée puis annexée par Israël, comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Conséquence de cette décision, qui dresse le lit des divergences politiques sur le sujet, une montée en puissance des violences ce lundi dans la bande de Gaza, dans les territoires palestiniens et en Israël. Échauffourée, affrontement entre manifestants palestiniens et soldats israéliens, transfèrement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, qui réjouit le Premier ministre israélien. Ceci est un moment d'histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire. La communauté internationale, elle, craint une montée en puissance des violences. Donald Trump, lui, ne semble pas du tout inquiet des remous observés. Même seul contre tous, il continue de croire en un processus de paix qui semble plutôt fébrile. Un peu plus loin, les Irakiens ont marqué leur rejet de la classe politique en plaçant en tête des législatives de samedi 12 mai 2 listes anti-système lors des premières élections organisées depuis la victoire militaire à la fin de 2017 sur l'organisation État islamique. Les listes ont dévancé celle du Premier ministre sortant Haider al-Abadi selon des résultats partiels diffusés dans la nuit de dimanche à lundi. Ainsi s'achève ce 23h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.